Le matin du 17 décembre 1944, l'air était froid et immobile à l'extérieur d'Ewa, en Belgique. Une Jeep s'arrêta à un poste de contrôle où la brume épaisse enveloppait la route gelée. Le policier militaire s'avança, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. À l'intérieur de la Jeep, 3 hommes portaient des uniformes américains. Leurs écussons, leurs armes et même leurs accents semblaient authentiques. Cependant, quelque chose dans leur regard fit hésiter le sergent William Creel. On l'avait averti d'une possibilité cauchemardesque, une violation de toutes les règles d'honneur en temps de guerre. Des soldats allemands déguisés en américains, infiltrés derrière les lignes alliées pour semer le chaos. Par conséquent, il demanda le mot de passe. Les hommes hésitèrent, leur anglais se brisant comme du verre fragile. Puis, Creel remarqua un détail troublant. Leurs armes n'étaient pas américaines. Ils portaient des Sten Guns britanniques, des armes qu'aucune patrouille américaine n'aurait utilisées. En quelques minutes, les 3 hommes furent arrêtés. Sous leurs vestes olive drabe, ils portaient des uniformes gris de campagne allemands. Leurs noms étaient Retzier Manfred Perus, Obrandrich Gunther Billing et Gerhard Wilhelmschmidt, désormais les prisonniers les plus tristement célèbres de la bataille des Ardennes. Leur capture déclencha une vague de paranoïa sans précédent à travers les lignes alliées. Désormais, chaque soldat devint à la fois suspect et interrogateur. Chaque poste de contrôle se transforma en un interrogatoire impromptu sur ce que signifiait réellement être américain. L'histoire avait commencé des mois plus tôt, le 22 octobre 1944, au cœur du quartier général d'Hitler à Rostenberg, en Prusse orientale. Le Führer convoqua le commando SS Otto Skorzeny, un homme dont la réputation frôlait déjà la légende. En effet, Skorzeny avait dirigé l'assaut d'action planeur qui avait libéré Mussolini de sa prison montagneuse et avait orchestré l'enlèvement du fils du régent hongrois pour maintenir la Hongrie dans la guerre. Cependant, cette nouvelle mission serait sa plus audacieuse à ce jour. Hitler exposa son plan. Une contre-attaque massive à travers les Ardennes, une frappe si fulgurante qu'elle diviserait les armées alliées et reprendrait l'élan perdu en France. Pour réussir, les Allemands avaient besoin de vitesse et de ruse afin d'atteindre les ponts de la Meuse avant que les Alliés ne puissent les détruire. Ainsi, les hommes de Skorzeny porteraient des uniformes américains et britanniques, s'infiltrant derrière les lignes ennemies pour semer la confusion et saboter les communications. Même Skorzeny hésita. Il connaissait les règles. Selon la convention de La Haye, tout soldat capturé en train de combattre sous un uniforme ennemi pouvait être exécuté comme espion. Pourtant, Hitler resta inflexible. « Vous vous changerez avant de combattre ?» insista-t-il. « Ce n'est pas du déshonneur, c'est la guerre. » En quelques jours, Skorzeny commença à rassembler ses forces, la Panzer Brigade 150. Il demanda plus de 3000 hommes parlant couramment l'anglais. Le résultat fut presque risible. Sur les 2500 hommes finalement réunis, seuls 10 parlaient un anglais fluide. Quelques-uns pouvaient tenir une conversation banale, tandis que les autres ne connaissaient que des mots comme « oui »,« non » et « désolé ». On ordonna à ceux ayant le plus faible niveau d'anglais, en cas de capture, de se tenir le ventre et de prétendre souffrir de diarrhée. La situation de leur équipement n'était pas meilleure. Skorzeny demanda des chars Sherman et des jeeps pour se fondre parmi les forces alliées. À la place, il reçut des Panthers allemands peints en olive drabe avec des étoiles blanches grossièrement dessinées, convaincant uniquement dans l'obscurité ou de loin. Les uniformes américains authentiques étaient si rares que seules ces petites équipes de commandos en reçurent. Certains uniformes étaient tachés de sang, d'autres mal assortis. Malgré cela, ces hommes étaient déterminés à jouer leur rôle. Ainsi, les commandos étudièrent tout, l'argot américain, les grades militaires et même la manière dont ils pouvaient mâcher du chewing-gum ou se tenir avachis comme les GI américains. Ils regardaient des films hollywoodiens, mémorisaient les équipes de baseball, les capitales des États et les noms des stars de cinéma. De plus, ils s'entraînaient à marcher et à parler comme l'ennemi qu'ils s'apprêtaient à imiter. À la mi-décembre, l'opération, baptisée Grief, Griffon en français, était prête. Ainsi, les unités déguisées de Skorzeny s'infiltreraient derrière la pointe de l'offensive allemande pour capturer des ponts stratégiques avant qu'ils ne puissent être détruits. À l'aube du 16 décembre, les Ardennes s'embrasèrent. Plus de 200 000 soldats allemands déferlèrent à travers les forêts couvertes de brouillard. Le choc initial fut dévastateur. Les lignes américaines s'effondrèrent et le chaos régna. Profitant de cette confusion, les commandos déguisés de Skorzeny se glissèrent derrière le front, conduisant des jeeps capturés, agitant des drapeaux américains et se fondant dans le tumulte. Pendant un bref instant, le plan fonctionna. Une équipe détourna un convoi entier sur une mauvaise route. D'autres répandirent des rumeurs de percées inexistantes. Par ailleurs, des panneaux routiers furent inversés, des câbles téléphoniques coupés et des ponts détruits. Cependant,
Dès le 17 décembre, l'offensive commença à s'essouffler. La résistance acharnée des Américains à Elsenborn Ridge et à Saint-Vith ralentit l'avancée allemande. Sans la progression rapide de la force principale, les hommes de Scorseni se retrouvèrent isolés en territoire ennemi. Puis vint le poste de contrôle près d'Ewa, celui qui changea tout. Les 3 infiltrés capturés confessèrent sous interrogatoire et leurs récits se propagèrent comme une traînée de poudre. Des rumeurs circulèrent affirmant que des espions allemands étaient partout, même au sein du quartier général allié. L'un des prisonniers prétendit faussement que la cible ultime était le général Eisenhower lui-même. La panique s'empara de l'arrière-garde alliée. Par conséquent, Eisenhower fut confiné dans son quartier général à Versailles, entouré de gardes armés. Le commandant suprême des forces alliées se retrouva piégé, non par ses ennemis, mais par la peur de ses propres hommes. Les postes de contrôle se multiplièrent du jour au lendemain. Les soldats scrutaient chaque visage, chaque accent. Mais quelle question pouvait démasquer un ennemi déguisé en allié? La réponse vint de la culture. Les policiers militaires commencèrent à poser des questions triviales. Quelle est la capitale de l'Illinois? Qui a gagné les World Series en 1940? Qui est la petite amie de Mickey Mouse? Les soldats qui hésitaient, bégayaient ou donnaient une mauvaise réponse étaient arrêtés, parfois sous la menace d'une arme. Les résultats étaient à la fois absurdes et gravement sérieux. Le général Omar Bradley fut retenu parce qu'un policier militaire ne croyait pas que Springfield était la capitale de l'Illinois. Des officiers britanniques furent arrêtés pour ne pas connaître les équipes de baseball. Des convois furent immobilisés pendant des heures, car les MPS interrogeaient les conducteurs sur les stars d'Hollywood. Certains soldats, offensés par ces questions, répondaient avec sarcasme et se retrouvaient sous le verrou. Ce qui avait commencé comme une opération d'infiltration paralysait maintenant une armée entière. Les routes étaient engorgées, les renforts retardés, la peur remplaçait la confiance, et pourtant, les Allemands échouaient à atteindre leurs objectifs. Les ponts restaient intacts. L'effet de surprise s'estompait. Les infiltrés étaient traqués un par un. Ceux qui étaient capturés faisaient face à des procès expéditifs en vertu du droit international. Porter un uniforme ennemi en temps de guerre était un crime capital. Le 21 décembre 1944, le premier procès eut lieu. Peruz, Billing et Schmidt, les hommes arrêtés au poste de contrôle, furent déclarés coupables et condamnés à mort. 2 jours avant Noël, ils furent aveuglés et fusillés par un peloton d'exécution. 13 autres suivirent avant la fin de l'année. À ce moment-là, l'opération Grief était belle et bien terminée. La brigade de Scorseni, privée de son déguisement, combattit désormais comme une unité conventionnelle. Scorseni lui-même fut blessé par un tir d'artillerie, mais il survécut à la guerre et se rendit en mai 1945. Lors de son procès en 1947, Scorseni fut confronté aux mêmes accusations qui avaient condamné ses hommes. Cependant, un témoin inattendu, un commando britannique, déclara que les Alliés avaient eux-mêmes utilisé des tactiques de tromperie similaires. Par conséquent, le tribunal statua que porter des uniformes ennemis pour des missions d'infiltration, et non pour combattre, ne violait pas les lois de la guerre. Scorseni fut acquitté. Ces hommes, déjà morts, ne purent faire appel de leur condamnation. L'opération Grief n'avait réussi ni à capturer un seul pont ni à modifier de manière significative le cours de la bataille des Ardennes. Pourtant, elle accomplit quelque chose de bien plus insidieux. Elle brisa la confiance. Chaque soldat se mit à douter du visage à ses côtés. Comme Churchill le dirait plus tard, la bataille des Ardennes fut sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre. Mais derrière cette victoire se cachaient des jours de chaos nés d'une idée simple. La tromperie pouvait réécrire les règles de la guerre. La paranoïa engendrée par les infiltrés de Scorseni devint légendaire. Les questions sur le baseball, les anecdotes sur les films, les tests d'identité improvisés se transformèrent en folklore, rappelant que la connaissance culturelle pouvait être plus puissante que le camouflage. Car ce qui faisait d'un soldat un Américain, ce n'était pas seulement son uniforme ou son accent. C'était le rythme de sa parole, les petits souvenirs partagés des matchs de baseball, des émissions de radio, des stars de cinéma et de l'argot, des choses qu'aucune formation allemande ne pourrait jamais reproduire. L'héritage de l'opération Grief perdure, non pas pour son succès, mais pour la leçon qu'elle a laissée. La tromperie peut désorienter des armées, mais elle ne peut gagner des guerres. La maîtrise culturelle, l'identité et la confiance ne se forgent pas dans les salles de classe ou par l'imitation. Elles se vivent, s'absorbent et se partagent. Et sur cette route gelée en Belgique, lorsque le sergent William Creel exigea un mot de passe et entendit une hésitation au lieu d'une certitude, l'histoire bascula. La tromperie prit fin, et la vérité, comme l'aube ce matin-là, commença à percer à travers le brouillard.